Tout bascule dans le Sahel en quelques mois, pas en décennies. Des villages sans livres ni médicaments coexistent avec des flux d'or, d'uranium et de contrats qui alimentent des économies lointaines, créant un contraste dont les effets s'accélèrent. Ce décalage suffit-il à expliquer pourquoi Ibrahim Traoré devient, dans ce récit, un point de fixation politique et financière pour des acteurs extérieurs comme pour une population épuisée? Les prochains mois diront si l'exemple se dissipe ou s'étend. Cette partie fixe une promesse claire et des enjeux mesurables, sans héroïsation. Clarifier les mécanismes réduit la confusion et améliore le jugement public. L'objectif est de suivre une chaîne cause-effet à partir d'éléments cités en distinguant le récit mobilisateur de ce qui produit des conséquences concrètes. Les enjeux sont immédiats et hiérarchisés. Sécurité quotidienne, continuité des services essentiels, exposition aux pressions extérieures, puis crédibilité d'alliances régionales naissantes. La méthode annoncée refuse l'émotion brute et privilégie des comparaisons avant-après, des baselines simples et des deltas compréhensibles. Le texte s'engage aussi à tester ses propres thèses. Si certaines ressources cessent d'être captées, quels équilibres se déplacent et à quel coût transitoire. Ce cadre implique un risque assumé. Ne promettre ni solution rapide, ni victoire morale, mais une lecture opératoire. Le lecteur est invité à évaluer chaque scène comme un signal, non comme un verdict. À la fin, la valeur livrée sera une carte des leviers, des contraintes et des marges d'action plausibles pour les prochains mois. Près de 70 millions de personnes sont évoquées comme masse potentielle d'une alliance sahélienne en gestation. Ce chiffre n'est pas une promesse, mais un seuil narratif. Au-delà, toute pression extérieure change d'échelle et de coût. Le récit s'ouvre alors sur une question directrice. Qu'est-ce qui rend Ibrahim Traoré dangereux dans cette narration, au-delà de sa fonction militaire? La réponse proposée ne tient ni à une arme nouvelle, ni à une idéologie inédite, mais à un enchaînement mécanique. Lorsque des rapports de richesse sont touchés, des réactions suivent presque automatiquement. Cette grille de lecture est installée par des précédents cités sans détails techniques. Patrice Lumumba en 1961, Thomas Sankara en 1987. Ils ne servent pas de modèle, mais de balise. Dans les deux cas, l'atteinte perçue aux circuits économiques a précédé les taux. Le Burkina Faso est ensuite décrit comme un terrain où cette mécanique devient lisible. Le texte parle d'une démocratie piège, vécue comme une procédure sans protection, où l'on vote tandis que les conditions matérielles se dégradent. Écoles sans livres, hôpitaux sans médicaments, armées sous-équipées. Ces images forment un décor minimal, volontairement répétitif, pour montrer une fatigue accumulée. La légitimité, ici, cesse d'être abstraite. Elle se mesure à la capacité de réduire la peur nocturne et de rendre le lendemain praticable. C'est dans cet espace que Ibrahim Traoré est introduit comme une fonction plus que comme un homme. Jeune capitaine, langage de caserne, présence poussiéreuse. Ces traits servent à signifier une proximité avec le terrain, pas une promesse de succès. Le récit insiste, chaque jour devient un référendum silencieux. Si la sécurité progresse, la rupture est tolérée. Si elle échoue, elle est rejetée. Ce mini-révélateur prépare la suite. La tension ne vient pas d'un coup d'état isolé, mais de la possibilité qu'un exemple se diffuse et oblige d'autres acteurs à recalculer leur levier. Pour traduire cette mécanique abstraite en effet concret, le récit s'appuie sur un personnage ordinaire. Ousmane, 58 ans. Ancien enseignant devenu vendeur de pièces de rechange, il sert de repère humain, non de preuve. Son parcours n'illustre pas une idéologie, mais une usure. Il aurait voté à chaque élection, attendu des améliorations graduelles, puis observé l'inverse, des écoles vidées de livres, des hôpitaux sans médicaments, et une armée contrainte de reculer, faute de moyens élémentaires. À travers lui, la politique cesse d'être un débat institutionnel. Elle devient une suite de gestes quotidiens. Trouver du riz, éviter certaines routes, dormir par intermittence. Le récit insiste sur un contraste visuel, des groupes armés circulant sur des motos neuves pendant que des soldats manquent de munitions et de nourriture. Ce décalage, répété, installe une question simple, presque brutale. À quoi sert un bulletin de vote s'il n'arrête pas une balle ? Les premiers effets du basculement de 2022 sont décrits sans embellissement. La capitale gonfle sous l'arrivée de déplacés, les routines se fragmentent, les sommets diplomatiques lointains semblent déconnectés de la réalité au sol. Pourtant, une attente naît.
non pas celle d'un miracle, mais d'un changement mesurable. Moins d'attaques, des routes praticables, des nuits moins longues. Ousmane ne célèbre pas un pouvoir, il évalue. Chaque semaine devient un test silencieux, appliqué à la sécurité et à la survie ordinaire. En clair, ici, la légitimité se mesure à la vie quotidienne. Avant, la priorité affichée était la procédure. Après, elle devient la protection. Ce basculement dans le récit s'opère en 2 temps rapprochés qui transforment une fatigue diffuse en rupture politique. Janvier 2022 marque la première secousse. Des années décrites comme une descente, village menacé, service public à l'arrêt, armée en retrait, faute de moyens, précèdent l'événement. Le renversement est présenté non comme un caprice de caserne, mais comme une réponse à une urgence sécuritaire devenue quotidienne. Les rues se remplissent, non par rejet abstrait de la démocratie, mais parce que la liberté promise aurait cessé de protéger. La narration insiste sur une idée simple. Quand la peur devient la norme, la procédure perd sa centralité. Ce moment ouvre une attente conditionnelle. Si la sécurité revient, la rupture sera tolérée. Si elle échoue, elle sera rejetée sans indulgence. Vient ensuite une phase d'observation tendue. Le pouvoir issu de janvier est scruté à travers un seul prisme, l'action. Les attaques continuent. Les pertes s'accumulent. Dans le récit, l'erreur fatale survient lorsque les anciennes méthodes semblent reconduites, les mêmes conseillers, les mêmes amitiés extérieures, la même distance entre sommet diplomatique et terrain. Le contraste devient narrativement intenable. Pour des témoins comme Ousmane, les visages changent, mais les mécanismes persistent. La confiance s'érode plus vite que le temps nécessaire aux réformes. Septembre 2022 introduit la correction. La scène médiatique est familière, annonce à la télévision nationale, mais l'atmosphère diffère. Des soldats jeunes, des uniformes poussiéreux, une parole venue du front. Le capitaine Ibrahim Traoré apparaît alors comme un point de bascule, non par son rang, mais par la fonction qu'il occupe dans le récit. Il ne promet pas une idéologie, il affirme que les voies précédentes ont été tentées et ont échoué, donc une autre méthode doit être appliquée. La légitimité n'est plus invoquée. Elle est mise à l'épreuve jour après jour. La réaction se joue sur 2 scènes parallèles. À l'extérieur, l'événement est cadré comme un coup d'État dans le coup d'État, assimilé au chaos et à l'instabilité. À l'intérieur, la rue le lit comme une reprise en main par des acteurs perçus comme proches du terrain. Cette divergence devient centrale. Pour certains partenaires étrangers, la légitimité procède de l'urne. Pour une population exposée, elle viendrait de l'acceptation de saigner avec elle. Le récit ne tranche pas. Il expose l'écart. Un symbole visuel cristallise cette rupture. Des drapeaux multiples apparaissent dans les foules, dont ceux de pays voisins et de partenaires non occidentaux. Le texte demande de ne pas y voir un folklore, mais un signal calculé. Il signifie un rejet d'un système accusé d'avoir échoué et un avertissement adressé au centre d'influence habituel. À ce stade, Ibrahim Traoré est décrit comme dangereux, moins par une arme que par un exemple. Celui d'un dirigeant qui cesse d'écouter l'ambassade et commence à écouter la rue. La séquence se clôt sur une promesse méthodologique. Suivre l'argent, nommer les leviers, ressources, monnaie, alliances et observer les réactions. La suite ne promet pas de victoire, seulement une mécanique à analyser. Pendant des décennies, environ 90% des bénéfices des mines industrielles auraient quitté le pays. Ce ratio sert de baseline. Lorsque la valeur produite s'échappe massivement, toute tentative de rééquilibrage crée un choc mécanique pour les acteurs installés. Le premier axe chiffré concerne les ressources minières. Dans le récit, cette proportion n'est pas présentée comme une anomalie ponctuelle, mais comme la règle d'un modèle hérité. Les sociétés étrangères capteraient l'essentiel des revenus, tandis que l'État et les communautés proches des sites resteraient avec une marge réduite. L'explication est volontairement simple. Quand la valeur part à l'extérieur, les territoires d'extraction supportent les coûts sans bénéficier des retombées. Le delta implicite apparaît dès qu'une renégociation est envisagée. Modifier même légèrement cette répartition réduit les marges des opérateurs habituels et déclenche des résistances économiques, juridiques et diplomatiques. Dans cette logique, la rupture portée par le Burkina Faso ne crée pas le conflit, elle le rend visible. Le second axe mobilise l'énergie nucléaire. Le texte affirme qu'environ 70% de l'électricité française provient du nucléaire et qu'une ampoule sur 3
serait alimenté par l'uranium extrait au Sahel, notamment au Niger voisin. Ici, la baseline est l'usage massif d'un minerai stratégique par une économie européenne. Le delta est territorial. Dans certaines zones proches de l'extraction, près de 80% de la population n'aurait pas accès à l'électricité. L'écart n'est pas traité comme une preuve technique, mais comme un contraste structurant. L'énergie circule vers l'extérieur, tandis que l'espace d'origine demeure dans l'obscurité. Ce déséquilibre nourrit l'argument central. Toucher au flux de matières premières, c'est toucher à des chaînes énergétiques lointaines, donc sensibles. Le troisième axe concerne la monnaie. Le récit rappelle que les pays utilisant le franc CFA devaient conserver 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Cette proportion fonctionne comme une baseline institutionnelle. Le delta envisagé est une rupture partielle ou totale via un cadre monétaire alternatif au sein de l'Alliance des États du Sahel. Le texte ne promet pas un effet immédiat. Il souligne plutôt la visibilité politique du geste. Lorsque la moitié des réserves est placée hors des frontières, la marge de manœuvre interne se réduit, et toute contestation devient un signal fort pour les partenaires extérieurs. Ces trois repères chiffrés, bénéfices miniers, dépendance énergétique, contraintes monétaires, sont volontairement peu techniques. Leur rôle n'est pas de démontrer au sens académique, mais d'ordonner une logique, une baseline ancienne et posée. Un delta est envisagé. Une conséquence potentielle est décrite. Ensemble, ils expliquent pourquoi la trajectoire associée à Ibrahim Traoré est perçue comme dangereuse dans ce récit, non par radicalité déclarative, mais parce qu'elle touche simultanément plusieurs leviers interdépendants. La cohérence recherchée est mécanique. Si chaque point du système est tendu, tout déplacement, même limité, devient instable. Dans ce cadre, sanctions, pression et rumeurs apparaissent comme des réactions prévisibles, non comme des surprises. Le texte ne demande pas d'y croire, mais de suivre la chaîne cause-effet qu'il expose. Pour évaluer la rupture décrite, le récit organise volontairement un affrontement d'arguments autour d'un même noyau, sans caricature. La première thèse est celle de la critique extérieure formulée avec force. Selon cette lecture, l'arrivée au pouvoir d'officiers jeunes issus du front accroît l'instabilité institutionnelle. La succession rapide de renversements affaiblirait la continuité administrative, exposerait l'économie à des sanctions ciblées et pousserait le pays vers de nouvelles dépendances militaires. Dans ce cadre, l'isolement diplomatique serait un coût quasi certain, pesant sur une économie déjà fragilisée par l'insécurité et les ruptures logistiques. Cette thèse souligne un risque réel. Rompre brutalement peut produire plus de vulnérabilité que d'autonomie à court terme. La seconde thèse, portée par le récit lui-même, repose sur la légitimité par l'action. Ici, l'urne n'est pas rejetée par principe, mais jugée insuffisante lorsque la vie quotidienne bascule dans la peur. Le texte insiste sur un écart persistant entre les rituels diplomatiques et la réalité du terrain. Écoles sans livres, hôpitaux sans médicaments, forces de sécurité sous-équipées, pendant que des groupes armés circulent avec des moyens visibles. Dans cette lecture, maintenir le statu quo institutionnel revient à accepter une violence diffuse comme coût normalisé. La rupture devient alors une correction, non une négation des principes démocratiques. Le point de synthèse proposé n'efface aucun des deux risques. Il les met en balance. D'un côté, la fragilité d'une rupture qui expose immédiatement à des pressions économiques et politiques. De l'autre, la fragilité d'un système où la dépendance structurelle limite toute capacité de protection. Les éléments quantitatifs évoqués plus tôt servent ici de support. Captation des bénéfices miniers, asymétrie énergétique, contraintes monétaires. Ils n'annulent pas les dangers de l'isolement, mais expliquent pourquoi la continuité est perçue comme coûteuse. La réponse du récit tient dans une mécanique régionale. L'alliance sahélienne est présentée comme un amortisseur. Si la pression vise un acteur isolé, elle fonctionne. Si elle vise un bloc coordonné, son coût augmente. Le texte ne promet pas une issue favorable. Il propose un critère de lecture. Comparer deux fragilités concurrentes et observer laquelle réduit concrètement la violence quotidienne. L'alliance change le coût du conflit. À ce point du récit, la dynamique se déplace. Il ne s'agit plus seulement d'une succession de ruptures nationales, mais d'un glissement du centre de gravité régional. L'alliance des États du Sahel fait
présenté comme un instrument qui recompose les équilibres hérités sans promettre d'efficacité immédiate. Sa simple existence modifie toutefois la géométrie du risque. Ce qui était auparavant gérable par la fragmentation devient plus coûteux lorsqu'une réponse collective est envisagée. Le texte insiste sur un mécanisme précis. Si un État est ciblé par des sanctions ou des coupures, les autres ouvrent des routes, maintiennent des flux et partagent la charge. Cette coordination n'abolit pas les pressions, mais elle en ralentit les effets. Le milieu du récit sert ainsi de miroir. Plus l'alliance gagne en visibilité, plus les contre-mouvements décrits s'intensifient, signe que les leviers habituels rencontrent une résistance nouvelle. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef solitaire que comme un relais. Son rôle est situé à l'intersection d'un alignement inédit où les frontières cessent d'être uniquement des lignes de séparation. Le texte souligne que ce pivot ne garantit rien. Il augmente simplement les enjeux en forçant les acteurs extérieurs à recalculer leur stratégie. Ce midpoint ne promet pas une bascule favorable, il révèle une réalité plus sobre. Lorsque les règles du jeu changent, même légèrement, chaque pression devient plus visible, plus chère et plus risquée à prolonger. Les effets décrits ne restent pas abstraits. Ils se déploient simultanément dans 4 sphères distinctes, chacune réagissant différemment au déplacement des rapports de force engagés depuis 2022, avec Ibrahim Traoré cité comme vecteur central de cette reconfiguration. Du côté de l'État, la logique exposée est ambivalente. L'appareil public se trouve renforcé sur certains leviers, tout en étant immédiatement exposé. Renforcé parce que la priorité affichée devient la reprise de contrôle sur la sécurité, les contrats et les décisions stratégiques. Exposé parce que cette reprise attire des réponses rapides. Sanctions ciblées, suspension de coopération, pression diplomatique. Le récit formule une idée simple. Un État qui rompt avec ses dépendances devient plus vulnérable avant de devenir potentiellement plus autonome. La difficulté n'est donc pas la rupture elle-même, mais la capacité administrative à absorber les chocs sans perdre en continuité. Du côté des entreprises locales, les conséquences sont décrites comme contrastées. Certaines activités, agriculture, petit commerce, services essentiels, gagnent en importance car elles amortissent les ruptures extérieures. Elles deviennent des pivots de résilience. D'autres secteurs, en revanche, subissent des perturbations immédiates. Hausse des coûts d'importation, incertitudes contractuelles, fluctuations monétaires. Le récit insiste sur un point. La transition n'offre pas de dividendes économiques rapides. Elle redistribue des contraintes avant de créer des opportunités, qui oblige les acteurs privés à ajuster leurs horizons. Du côté des citoyens, l'impact est présenté comme le plus direct. Coupure d'électricité, tension sur les biens essentiels, ralentissement logistique composent un quotidien plus rugueux. Ces difficultés sont intégrées dans la narration comme un coût transitoire accepté au nom d'une promesse de protection accrue. Le soutien populaire ne se limite pas à l'adhésion à un dirigeant. Il prend la forme de dons, d'entraide locale et d'une mobilisation diffuse autour de la sécurité. Ibrahim Traoré est alors moins perçu comme un sauveur que comme un point d'appui autour duquel s'organise un effort collectif. Du côté du cadre régional, enfin, la conséquence majeure est géométrique. L'alliance sahélienne rend la fragmentation plus difficile à exploiter. Les routes, les flux et les décisions ne sont plus isolés, mais partiellement mutualisés. Cette cohésion relative oblige les partenaires extérieurs à recalculer leurs leviers traditionnels. Le récit suggère que cette recomposition ne stabilise pas immédiatement la région, mais qu'elle change la nature des pressions applicables. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation qui dépasse la figure individuelle. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme l'origine de chaque conséquence, mais comme un accélérateur d'une mécanique plus large. La rupture agit comme un révélateur. Elle rend visible des coûts longtemps diffus et oblige chaque acteur, État, entreprise, citoyen, région, à arbitrer entre dépendance et résistance. À ce stade, le récit projette 3 trajectoires possibles sur un horizon de 6 à 12 mois. Elles ne sont pas formulées comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture permettant de mesurer la tension entre continuité et rupture. Ibrahim Traoré
y conserve une place visible, sans être présentée comme l'unique variable décisive. L'enjeu reste systémique. Dans un scénario de base, la consolidation fragile. Dans cette hypothèse, la sécurité intérieure progresse lentement, sans bascule spectaculaire. La coordination entre forces régulières, volontaires et services locaux s'améliore par à-coups. L'Alliance sahélienne continue d'exister, mais ses instruments économiques avancent prudemment. Les sanctions persistent sous une forme modulée. L'État gagne en marge de manœuvre tout en restant vulnérable aux ruptures logistiques. Ce scénario décrit un équilibre instable où la rupture survit sans encore produire de dividendes visibles. Dans un scénario optimiste, la bascule stratégique. Ici, certaines avancées deviennent tangibles. Des zones repassent sous contrôle, les flux internes se stabilisent et l'Alliance accélère ses chantiers communs, corridors logistiques, règles minières harmonisées, projets monétaires. Le Burkina Faso s'impose comme un pivot régional et Ibrahim Traoré apparaît comme un coordinateur capable d'utiliser les alliances pour réduire l'effet des pressions extérieures. Cette dynamique attire l'attention d'autres États désireux de limiter leur dépendance. Le centre de gravité sahélien se déplace sans garantie de permanence. Dans un scénario pessimiste, l'étouffement. Dans cette trajectoire, les contre-mouvements prennent l'avantage. Sanctions, coupures, rumeurs et manipulations d'informations freinent l'action publique. L'insécurité persiste, l'économie s'essouffle et la cohésion régionale se fissure sous la pression combinée des contraintes internes et externes. La priorité devient la survie institutionnelle plutôt que la transformation. Ce scénario réactive les dépendances anciennes sous une forme renouvelée. Pour lire ces trajectoires sans s'aveugler, le texte propose une règle simple. Si la méthode collective progresse, la rupture peut durer. Si elle se réduit à un symbole, elle s'épuise. L'exemple importe moins que la capacité à transformer l'élan en système. Cette séquence ramène les enjeux géopolitiques à des trajectoires individuelles sans réduire la complexité. 3 profils sont distingués, non pour hiérarchiser les regards, mais pour montrer comment une même rupture se réfracte différemment selon la position de chacun. Pour ceux qui vivent sur place, la question centrale reste la continuité du quotidien. Le récit décrit une alternance éprouvante. Coupures, tensions sur les biens essentiels, efforts sécuritaires inégaux. L'impact est d'abord émotionnel. La fatigue s'accumule, mais elle cohabite avec une détermination pragmatique. La rupture n'est pas vécue comme un slogan, mais comme une série d'ajustements nécessaires. 2 gestes simples émergent. S'informer régulièrement pour éviter les paniques et renforcer les réseaux d'entraide locales afin d'absorber les chocs. Pour ceux qui vivent loin, notamment dans la diaspora, l'effet est différent. La distance transforme les événements en images et en récits souvent polarisés. Le texte souligne un risque. Soutenir par réflexe sans distinguer information et mobilisation. Ici, l'action utile n'est pas l'alignement automatique, mais la vigilance. Vérifier avant de relayer, contextualiser avant de commenter et favoriser des échanges qui dépassent l'indignation immédiate deviennent des formes d'engagement mesurées. Pour ceux qui observent de l'extérieur, la rupture agit comme un rappel. Les crises ne sont jamais abstraites. Elles influencent les prix, les politiques migratoires, les choix énergétiques et les coopérations futures. Le lecteur est invité à replacer chaque épisode dans une chaîne longue plutôt que dans une réaction isolée. La fonction de cette partie est claire. Transformer l'attention passive en compréhension active, non pour convaincre, mais pour permettre à chacun de situer sa responsabilité, même minimale, face à une mécanique qui dépasse les frontières. Le récit suggère qu'une rupture ne se maintient pas par l'élan, mais par une méthode. Il ne propose pas un plan technique détaillé, mais une logique d'action successive, évaluable dans le temps. Ibrahim Traoré y apparaît comme un point d'appui, non comme une solution autonome. L'objectif est de transformer une mobilisation en système capable de survivre aux pressions et aux erreurs. D'abord, à court terme, il s'agit de sécuriser l'essentiel. Sur les 2 premiers mois, l'accent est mis sur les corridors vitaux. Routes d'approvisionnement, hôpitaux, marchés. Les forces publiques concentrent leurs moyens tandis que les communautés organisent l'entraide. Le critère d'évaluation reste simple. Réduction des ruptures de services critiques
et continuité minimale des soins. Ensuite, il s'agit de stabiliser l'information. Entre le premier et le quatrième mois, la priorité devient la lutte contre les rumeurs. Autorités, médias locaux et relais civiques sont décrits comme tues d'adopter des points réguliers, sobres et vérifiables. Le succès se mesure à la baisse des paniques locales et à une plus grande cohérence des messages publics. Puis, il s'agit de verrouiller la coopération régionale. Entre le deuxième et le sixième mois, la coordination au sein de l'Alliance sahélienne est renforcée. Logistique, frontières et réponse aux sanctions sont synchronisées. Le critère n'est pas l'affichage politique, mais le maintien effectif des flux régionaux malgré les pressions extérieures. Après cela, il s'agit de rouvrir le dossier des ressources. À partir du troisième mois, l'État engage des audits contractuels et impose des exigences minimales de retombées locales. Le récit n'annonce pas de redistribution immédiate, mais une transparence accrue et des règles plus lisibles. Enfin, il s'agit de bâtir la résilience durable. Sur l'horizon de 6 à 12 mois, l'effort se déplace vers l'éducation, la santé et l'administration, avec une vigilance civique accrue contre la corruption. La réussite se lie dans la régularité retrouvée des services et une confiance moins volatile. Le récit revient au visage qui a servi de boussole depuis le début. Ousmane, rien dans sa vie n'a l'éclat des scènes diplomatiques. Pourtant, c'est par lui que tout se mesure. Sa fatigue n'est pas une statistique, mais une mémoire, celle d'une génération qui a voté, attendu, espéré, puis appris à compter les nuits plutôt que les promesses. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cesse d'être un symbole lointain, il devient un test collectif. La rupture peut-elle produire autre chose qu'un moment ? Le texte insiste sur un danger intérieur, plus silencieux que les sanctions, l'attente de miracles. Lorsque l'espoir se concentre sur un homme, la société observe au lieu de construire. Or, la mécanique décrite exige l'inverse. Des administrations qui tiennent sous pression, des citoyens qui surveillent la corruption ordinaire, des solidarités qui comblent les vides, même quand le prix du riz grimpe. Une rupture sans méthode ne survit pas. Ousmane ne demande pas un héros imprimé sur un t-shirt. Il demande une vie praticable, des écoles ouvertes, des routes sûres, des nuits moins longues. Si la transformation doit durer, elle devra devenir une routine exigeante, pas une légende confortable. Le récit referme ainsi son motif. Ibrahim Traoré n'est pas une fin en soi. Il est un début, fragile, conditionné à la capacité collective de transformer l'élan en système. Le récit se clôt sans injonction. Il propose un déplacement du regard. Ce qui se joue ici dépasse un pays et un calendrier parce que la question posée est sociale avant d'être politique. Qui fixe les règles, qui contrôle les leviers et qui paie le prix lorsque les équilibres se défendent. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est ni une réponse définitive, ni un mythe à consommer. Il agit comme un révélateur, forçant à observer les mécanismes, ressources, monnaie, alliances, informations, plutôt que de s'arrêter au visage. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de choisir un camp par réflexe, mais une méthode d'attention. Lire lentement, vérifier avant de relayer, refuser le récit unique qu'il vienne d'un cadrage dominant ou d'une ferveur militante. À chaque épisode, se poser la même question. Quel mécanisme est à l'œuvre et qui en tire un avantage concret ? Si une discussion doit s'ouvrir, qu'elle commence simplement. Qu'est-ce qui relève du symbole et qu'est-ce qui relève du système ? La réponse, toujours provisoire, vaut plus qu'une certitude immédiate.